bonjour à tous déjà. Merci d'être parmi nous ce soir. On va faire donc un meet-up sur le e-sport. Un grand merci à 42 de nous accueillir. Je vais juste commencer brièvement par présenter Urban Linker en quelques mots, en quelques slides. Hop. Donc on est un cabinet de chasse de tête spécialisé sur les métiers digitaux. On recrute essentiellement pour des startups à 80%. On recrute, on a collaboré entre autres avec Blablacar, Deezer, Litchi. On a construit une bonne base de leur équipe tech. On est aujourd'hui une trentaine, on a 8 ans d'existence. Et comme je vous l'ai dit, on s'occupe aussi de recruter pour des pure players et des agences. Je vous passe les références assez rapidos. Ça c'est pour les startups, les pure players, voilà, quelques beaux noms. Hop. Et nous en venons donc au Meetup eSport avec en premier donc Steve qui est membre de l'équipe eSport du PSG. Ensuite on aura la chance que Julien intervienne, donc qui est directeur de l'ESWC, qui est un des plus gros tournois européens dans le domaine de l'eSport. Et enfin on terminera par Flavien qui lui a fondé une boîte Pandascore dans le domaine de l'eSport. Donc Steve, ça va être assez interactif, donc si jamais vous avez des questions à poser à Steve, c'est une chance qu'on le reçoive aujourd'hui. Donc moi j'ai déjà préparé une batterie de questions. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à vous lever la main. Et c'est good. Bonsoir. Alors je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Étienne Michels, aussi connu sous le nom de Steve dans le jeu League of Legends. Je fais partie de l'équipe du PSG au rôle de top laner. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le jeu, mais est-ce que je présente le jeu rapidement peut-être ? Ouais, vas-y. Bah, c'est un des jeux les plus joués en ce moment au monde, et dans toutes les régions du monde, en Asie, Amérique du Nord, en Europe. C'est un jeu 55 en équipe où le but c'est chacun choisit un personnage, un champion, et ton but c'est d'amasser des ressources au long de la partie, tuer ton adversaire plusieurs fois et casser des objectifs pour au final détruire le Nexus en face. Donc ça c'est une fois que tu as cassé le Nexus, tu as gagné la partie. On va revenir aux petites questions. Donc tout d'abord la première c'est en quoi consiste le quotidien d'un e-sportif, parce qu'on se pose souvent la question. Au quotidien tu te lèves vers 11h. Tu vas te lever vers 11h, tu vas jouer jusqu'à on va dire 13h où tu vas manger. Pour expliquer rapidement, le jeu on va le diviser en deux parties. Tu as la partie solo où tu t'entraînes seul dans un système de matchmaking qui va qui va trouver 4 joueurs pour toi dans ton équipe, et tu vas tomber contre 5 joueurs qui ont à peu près ton niveau. Ça c'est la partie solo. Donc tu joues, t'entraînes tes personnages, tout ça. Ensuite il y a la partie en équipe où tu vas jouer avec ton équipe à toi. Tu es constamment en train de parler du jeu, en train de parler des stratégies, et tu peux parler en vocal avec ton équipe. Donc en gros de 11h, on va dire jusqu'à 15h avec une pause pour manger, tu vas jouer en solo. Puis de 15h à 18h, tu fais 3 parties en équipe contre une autre équipe qui est à ton niveau, donc dans la ligue pro où il y a une dizaine d'équipes. Ensuite, à nouveau à 18h, on mange, puis pause jusqu'à 19h. Ensuite, on reprend jusqu'à 22h, partie en équipe, et ce qu'on appelle scrim dans le milieu. Et ensuite, tu as du temps libre où généralement on va encore s'entraîner en solo jusqu'à on va dire 3h. Et c'est pour ça qu'en fait on se lève tard. La raison pour laquelle on se couche tard et on se lève tard, c'est pour caler notre rythme de vie à celui des matchs pro, parce qu'en fait tous les matchs sont diffusés vers entre 19h jusqu'à peut-être 17h jusqu'à 22h. Du coup il faut être actif mentalement, tout ça, pour que ton cerveau soit bien au moment où tu vas jouer les matchs et pas que tu sois fatigué et crevé. Ok. Et à peu près combien d'heures d'entraînement par jour ? Du coup, on va dire, au total, avec solo et en équipe, ça va faire 12 à 14 heures. Mais on prend aussi en compte le fait de regarder tes replays, d'analyser toutes tes parties et de discuter du jeu, tout ça. Et le rythme de vie que tu as, c'est l'équipe du PSG, là, pour que tu représentes, qui te l'impose, ou c'est toi-même avec l'équipe ? Non, c'est l'équipe qui nous l'impose, mais le rythme de vie est similaire pour toutes les autres équipes, parce qu'on doit tous s'arranger pour jouer entre 15h et 18h, puis de 19h à 22h avec les autres équipes.
dans des matchs amicaux. La grosse question, c'est combien en moyenne gagne un salaire, enfin un joueur e-sportif, pardon. Alors, le joueur moyen va gagner entre, je dirais, 3 000 et 6 000. Ensuite, les plus gros joueurs en Europe vont gagner dans les 10 000 euros par mois. Et tu as les plus gros joueurs en Chine. Et ça, c'est rien que pour la compétition. Sinon, il y a des gens qui font aussi du streaming en supplémentaire et qui peuvent gagner un peu plus. Et en Chine, tout ça, ils peuvent gagner les plus gros contrats, je crois, ils sont jusqu'à des millions sur une année. Bon. 3 000 euros bruts par mois. Et c'est réparti comment? Est-ce que c'est à travers du sponsoring, tu as un salaire fixe, tu sais quoi, c'est le prize money aussi qui entre en compte? En fait, quand tu fais partie dans LoL, le jeu LoL, moi je parle uniquement du jeu LoL, je connais pas comment ça se passe pour les autres jeux e-sport, mais dans LoL, ils ont mis au point un système de ligue où si tu fais partie des 10 meilleures équipes, Riot Games, la compagnie qui fait le jeu, impose un salaire minimum aux joueurs qui est de 2 000 euros par mois, brut. Et ensuite, c'est ta structure à toi qui va apporter un salaire supplémentaire par-dessus ce chiffre-là pour un petit peu t'inciter à rejoindre leur équipe, tout ça. Il y a des négociations qui se passent et tout. Et est-ce qu'il y a des indemnités de transfert? Parce que je sais que un joueur e-sportif change beaucoup d'équipe durant sa carrière. Est-ce qu'il y a des indemnités de transfert comme par exemple au foot? Ouais, bien sûr, tout va dépendre de ton contrat, mais il y a eu peu de cas comme ça, mais la plupart du temps, c'est à la fin de ton contrat que tu vas chercher une nouvelle équipe et du coup, il n'y a pas de... Les contrats, en fait, sont uniques. La plupart du temps, les plus gros contrats sont de 2 à 3 ans, mais sinon, ça va être 6 mois, voire 1 an, donc une saison, on va dire. Ok. Et est-ce que tu as un entraînement particulier pour les tournois? Quand il y a un tournoi qui approche, est-ce que tu as un entraînement spécifique? Bon, on va dire les équipes amateurs jouent chez elles et ensuite ils vont faire ce qu'on appelle un bootcamp pour s'entraîner, pour faire des tournois, ce qu'on appelle des LAN. Mais quand tu fais partie des LCS, la plupart des équipes, enfin même toutes les équipes c'est situé à Berlin, ont une gaming house. Et en fait, ça aussi, c'est Riot Games qui donne de l'argent aux équipes, aux structures pour un petit peu permettre à ces équipes d'acheter une maison et pour avoir internet, tout ça, et que tous les joueurs se réunissent dans la même maison et s'entraînent constamment, quoi. En moyenne, un joueur e-sportif change à peu près combien d'équipes dans sa carrière? Ça va dépendre. Si tu as du succès au sein d'une équipe, tu vas rester dans la même. Et tu peux commencer par des petites équipes et ensuite, quand tu as plus de valeur, que tu es plus reconnu, tu vas peut-être te faire recruter par des plus grosses équipes. Certaines personnes vont faire juste une équipe, d'autres jusqu'à 3 à 4. Moi, j'en ai fait, je sais pas, je dirais peut-être 5, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Excuse-moi. En fait, j'avais une question. Les rosters qui sont en Challenger Series et en LCS, je veux dire, les franchises, elles touchent de l'argent de la part de Riot aussi? Pour les LCS, c'est sûr. Et à partir des Challenger Series, je crois aussi. Je pense que... excuse-moi de te couper, c'est conditionné par rapport au classement ou c'est une dotation? Non, toutes les équipes qui font partie des LCS ont le salaire minimum requis qui est de 2 000 euros par mois pendant 6 mois, je crois. Et les structures touchent de l'argent? C'est les structures qui touchent de l'argent et qui ensuite vont redonner cet argent aux joueurs. Ok, d'accord. Et j'avais une deuxième question. Tu as parlé des salaires des joueurs tout à l'heure. Il n'y a pas de différence entre un joueur... j'imagine qu'il y a une différence entre un joueur de LCS et un joueur Challenger Series? Ouais, bien sûr, mais tout va dépendre de ta structure. Tu as certaines structures dans les Challenger Series qui vont peut-être payer plus qu'une structure de bas de tableau dans les LCS. Ok, d'accord. Merci. Ouais. Est-ce que, quelles sont les équipes à LoL en particulier qui sont les meilleures? Est-ce que tu as des noms de teams? Est-ce que tu as des pays qui reviennent assez régulièrement? En Europe? Dans le monde entier. Parce que je suppose que... Dans le monde entier, les équipes les plus performantes se trouvent toutes en Corée. Sinon, on peut dire que le top 2 des équipes, des équipes dans les régions en Amérique du Nord ou en Europe peuvent rivaliser avec celles en Corée, mais généralement, c'est en Corée que ça se passe. Ouais. Il y a une question? Ouais, moi la question c'était qu'est-ce que tu penses, c'est une question peut-être un peu technique, mais des limitations des rosters par rapport au nombre de Coréens. En fait, là pour répondre à la question qui vient d'être posée, c'était quel était le meilleur pays, la Corée étant en e-sports depuis l'arrivée de Broodwar il y a à peu près 20 ans, un des pays les plus performants d'un point de vue entraînement, etc. C'est un des meilleurs pays. Je sais que au PSG, a priori, il y a 2 joueurs et
Ouais. qui sont joueurs principaux d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses justement de cette limitation à 2 joueurs par équipe? Est-ce que c'est trop, pas assez, d'un point de vue même pour les joueurs, et je vais bientôt finir, pour les gens qui regardent le jeu, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir 5 Coréens pour avoir des matchs de très grande qualité? C'est une question ouverte. Hein. Bah, disons que je pense que Riot Games voulait pas qu'on se retrouve avec. Ils ont limité le nombre de Coréens par équipe à 2. Enfin, pas nécessairement Coréens, mais de n'importe quelle. Enfin, importés de n'importe quelle autre région qui est de l'Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut retrouver des top teams qui ont aucun joueur coréen, mais qui ont des joueurs importés d'Europe, par contre. Et la limitation, elle a été faite parce que ils voulaient pas se retrouver avec des équipes qui avaient 5 Coréens en Europe, parce que. Enfin, moi, je trouve que ça avait pas trop de sens. Enfin, vaut mieux avoir gardé la compétition en Europe, enfin européenne, et puis que tout le monde se retrouve à la fin dans les matchs internationaux. Est-ce qu'il y a un système de ligue, de première division, deuxième division, comme il peut y avoir dans le sport? Oui, on peut dire la première division, c'est les LCS dans le jeu LoL, et deuxième division, c'est les Challenger Series. Moi, avec le PSG, on a fait partie de la deuxième division, et on cherchait à se qualifier en première division, mais cette demi-saison-là, on n'a pas réussi. Vous avez une team rivale? Bah, pendant les Challenger Series de cette demi-saison qu'on avait, il y avait Schalke 04 qui jouait. Et ouais, c'est une autre équipe de foot. Enfin, PSG et Schalke sont pas vraiment rivaux dans le foot, mais on peut dire que dans LoL, vu que c'était 2 structures qui appartenaient à un club de foot, ouais, c'était un petit peu des rivaux. J'avais une question par rapport plutôt à ton parcours personnel. D'une part, le fait que tu sois dans l'équipe du PSG, comment est-ce que ça marche? Comment tu as été démarché? Est-ce que c'est toi qui allais vers eux? Est-ce qu'ils sont venus vers toi? Et qu'est-ce que tu as fait avant de rejoindre l'équipe du PSG? Comment tu t'es démarqué de la masse? Alors, comment se démarquer? Bah, pour commencer, je vais vite fait faire mon parcours. Après En gros, j'ai pas fait d'études supérieures. Après le lycée, je me suis donné 1 an. J'ai fini le bac. Après le lycée, je me suis donné 1 an pour faire une année sabbatique, pour voir jusqu'où je pouvais aller dans ma passion qui était LoL. Pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et au final, j'avais pas réussi. Mais jusqu'à la fin de cette année, j'ai reçu une offre. Et petit à petit, j'ai rejoint une équipe française, puis une équipe européenne, tout ça, qui était semi-pro. Et puis finalement, je suis arrivé dans les LCS. Et c'est après 2 ans dans les LCS, 1 an et demi, 2 ans dans les LCS, que je me suis fait recruter par le PSG. J'ai fait juste avant, j'étais aussi dans la première équipe de foot qui avait acheté un slot dans les LCS, c'était Schalke 04. Et après ça, c'est Yellow Star dans le jeu, donc Borakim qui s'était intéressé à moi, qui m'avait contacté à la fin de la saison pour m'engager dans le PSG. Et par rapport à une team hors club connu, c'est quoi l'avantage pour toi là, d'être au PSG aujourd'hui? T'as une stabilité, moi, en fait, c'est intéressant parce que je suis dans la position où je suis remplaçant en ce moment. Les résultats se passaient pas très bien pendant la saison, et du coup, ils ont décidé de faire un changement. Et il y a eu un autre top laner qui est arrivé. On a partagé la position pendant un peu de temps, puis au final, ils ont décidé de jouer avec lui pour les playoffs. Et au final, on a perdu, mais donc stabilité, je sais pas. En fait, non, il y a pas vraiment de stabilité dans une carrière de joueur e-sport. C'est plutôt risqué parce qu'en fait, il y a un classement, et si quelqu'un arrive, qu'il soit coréen ou pas, et qu'il joue mieux que toi, et qu'il a des meilleures performances que toi, tu peux facilement te faire remplacer, en fait, si t'as pas les performances pour rester dans l'équipe. Dernière question, excusez-moi. Par rapport au cash prize, par exemple, c'est encore moi. Vous avez une partie qui est reversée directement au club, ou c'est tout pour les joueurs de l'équipe? Non, généralement dans l'e-sport, ça se fait pas trop que le club prenne l'argent. Généralement, quand tu gagnes une compétition, c'est divisé entre tous les joueurs et le coach éventuellement. Ou alors 20% va arriver au club, et puis le reste sera pas nécessairement, mais ouais, ça peut arriver. Si c'est dans ton contrat, tu le négocies au début quand tu négocies ton contrat. Pour le paysage français de l'e-sport, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du PSG. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres paysages français de l'e-sport? Et est-ce que tu sens que le PSG pourrait rester? Parce que si tu perds ta place en LCS, j'ai bien compris, tu peux la perdre. Ouais, tu peux perdre ta place en LCS, mais nous, on cherche à se qualifier en LCS, on n'est pas encore qualifié pour l'instant. D'accord. Et enfin, ils mettent de l'argent sur la table, donc ils espèrent sûrement un retour sur investissement.
Est-ce que tu sens que le paysage français peut durer, le PSG aussi? Ouais, je pense que le PSG, il va durer. Enfin, ils y sont pour le long terme. Donc même s'il n'y a pas le succès tout de suite, au final, on va y arriver. Et pardon, la question c'était. Paysage français, est-ce que tu vois de la durabilité dans le sens où, en gros, j'ai l'impression que c'est assez fluctuant. T'as une équipe qui peut se disbande assez vite. Et donc, ça laisse du monde sur le carreau, c'est un peu compliqué. Certaines équipes vont se disbandre rapidement. En fait, dès qu'une équipe perd, il y aura toujours des remaniements qui vont être en question. Peut-être des gens qui vont se demander. Chaque équipe qui va perdre ou gagner même vont chercher à avoir toujours la meilleure équipe possible. C'est ce que le PSG veut faire. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je me suis fait remplacer. Pour répondre à la question, mais c'est bon, tu as répondu, ok. C'est bon, ça va. Ils sont là sur le long terme, et voilà. Et ok, c'est bon. D'accord. Ouais, tu commences à parler de ton remplacement tout à l'heure. Du coup, je voulais avoir ton avis sur ta saison, celle du PSG. Qu'est-ce que White Knight a pu apporter en plus, et comment est-ce que tu vois le prochain split pour le PSG? Pour le PSG, ce que White Knight a pu apporter en plus, quand on en a discuté, on s'est dit que White Knight avait de meilleures capacités en termes de skill, on va dire, qui pouvaient être intéressantes pour le PSG. Moi, ce que j'ai apporté, c'était plutôt connaissance de jeu, tout ça. Et on a avec le staff, management, tout ça, on a décidé qu'il valait mieux jouer avec White Knight pour chercher à faire des gros plays qui vont remporter le match. Voilà. Salut. Je voulais savoir, avec par exemple la communication avec les Coréens, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous parlez en anglais? Est-ce que vous parlez, je sais pas ce que vous parlez en anglais. Alors tout le monde parle anglais. Et au début c'était plutôt compliqué de communiquer avec les Coréens, mais au final après quelques mois ils avaient des cours d'anglais et après quelques mois c'était de plus en plus facile. Et en fait il suffisait qu'ils aient un niveau. C'était compliqué dans tout ce qui était analyse de jeu, tout ça, mais au sein du jeu même. Ils avaient le langage est à peu près le même, je veux dire tout ce qui est les positions, les lanes, le vocabulaire dans le jeu est plutôt simple à assimiler, à comprendre. Et deuxième question, t'as fait combien t'as commencé quand LOL? Et du coup t'as combien d'heures à peu près? D'heures jouées? Ouais, d'heures jouées, genre est-ce que t'as passé les 10 000 tu penses ou pas? J'ai commencé le jeu donc avant même d'être pro, c'était dès que le jeu est sorti en fait. J'ai joué tout de suite. Donc je pense peut-être dépasser les 10 000, je sais pas. J'ai pas compté vraiment. Mais... Sûrement, ouais. Mais dans les dernières années, j'ai dû jouer une dizaine d'heures par jour, on va dire 6 mois par an, parce qu'en fait, tu joues vraiment, c'est vraiment intense pendant, on va dire, 3-4 mois. Pendant tout le split, tu joues beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, t'as une période de creux où si t'es pas qualifié, où t'es en vacances, quoi. Tu fais rien. Tu t'entraînes pour le prochain split. Je suis encore là, c'est moi. Ouais. Ou non, c'est bon. Moi, j'avais une question en ce qui concerne l'image du e-sport, l'image de l'éditeur Riot et aussi des rosters. Comment ça se passe que tu as un mec qui gère tout ça? Est-ce que vous avez des obligations? Est-ce que vous êtes briefé? Je veux dire au niveau communication, parce que maintenant, dans les médias, vous êtes de plus en plus amené à communiquer, etc. Et puis, c'est quelque chose de connu que Riot... en tout cas, contrôle vachement son image sur les réseaux. Je pense que les joueurs sont plutôt libres de dire ce qu'ils veulent, mais il y a quand même une limite. Ils vont pas dire n'importe quoi et insulter le jeu, tout ça. Et ensuite, ça dépend aussi de la structure dans laquelle tu appartiens. Si tu appartiens, par exemple, nous, au PSG, on a reçu un petit peu d'entraînement média, tout ça, pour répondre à des interviews. Et enfin, je dirais pas que l'éditeur du jeu a vraiment un contrôle tant que ça, mais c'est vrai qu'ils font un effort pour aider. Parce que ça s'est déjà vu, des joueurs suspendus en LCS par Riot pour des problèmes de comportement. S'il y a des problèmes de comportement qui donnent l'image du jeu, tout ça, ou au sein du jeu, il y a des punitions, des amendes à payer ou des choses comme ça. Vous êtes en contact directement avec des gens de Riot qui vous expliquent ça, ou ouais, au début vous savez, c'est quelque chose d'acquis, quoi. Quand tu fais partie des LCS, ouais, tu es en contact avec tous les gens ceux qui gèrent l'e-sport, tu es en contact avec eux. Il y a une conférence un petit peu au début
début du split pour t'expliquer tout ça, ce que tu peux et ce que tu peux pas faire au niveau de ton image. Mais si tu fais pas partie des LCS et que tu es un joueur comme ça qui cherche à se qualifier et qui se comporte mal, tu auras peut-être du mal si tu es puni. Tu peux te faire bannir de la compétition, des choses comme ça. Ok. Et juste une autre question qui traite à peu près le même sujet. Est-ce que depuis que tu es au PSG, depuis que le PSG a racheté un roster, vous êtes, tu es et avec tes coéquipiers plus sollicité par les médias en général, tu vois le changement? Est-ce qu'il y a eu un effet de popularité au niveau de ta personne? J'avais déjà un peu vécu le truc avec Schalke. C'est vrai que ça intéressait beaucoup de gens, le fait qu'une équipe de foot s'intéresse à LoL, mais sinon, en dehors de ça, personnellement, il y a eu pas mal d'interviews, des gens qui sont venus pour voir l'équipe au total, mais moi, personnellement, je n'ai pas senti plus de gens qui voulaient m'interviewer, par exemple, ou quoi que ce soit. Ok, merci. Une dernière question. Moi, c'est plutôt par rapport au staff qui va être autour de toi. Du coup, au début de LoL, c'était vraiment un petit peu n'importe quoi. Il n'y avait pas vraiment de coach, il n'y avait pas vraiment de structure autour des teams et tout. Et maintenant, c'est beaucoup professionnalisé. Et du coup, je me demandais comment ça se passait pour toi dans ton équipe au PSG, où vous avez un coach, vous avez peut-être des psychologues, vous avez peut-être ce genre de choses. Comment ça se passe? Nous, au PSG, en ce moment, on est 7, avec moi, on va dire 8. Mais en ce moment, je suis plutôt chez moi. Mais sinon, ouais, il y a le manager et celui qui s'occupe Head of Esports, on va dire, c'est Yellowstar. Mais lui, c'était avant une légende dans le jeu et il nous aide. Il est avec nous présent dans la Gaming House, donc il aidait pour tout ce qui était analyse, review, tout ça. Et il y a aussi le coach qui en fait va petit à petit prendre la place de Yellowstar. Yellowstar l'aide à améliorer son coaching, et puis c'est principalement lui. Mais on n'a pas comme d'autres équipes. Certaines équipes ont des psychologues sportifs pour aider les joueurs à mieux prendre les critiques, tout ça. Parce que généralement, c'est beaucoup de jeunes qui jouent, qui sortent à peine du lycée ou quelque chose comme ça. Mais sinon, nous, non, on est 7 au total. Ok, merci beaucoup. Voilà. Un grand merci à toi, Steve, en tout cas, d'être passé. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et bon courage pour la suite et les prochains tournois. On va passer à la deuxième conf avec Julien qui va nous parler du tournoi SWC. La barre d'espace. Bonjour à tous. Alors j'ai préparé une petite présentation, mais si au milieu de la présentation il y en a qui veulent poser des questions, il n'y a pas de souci. D'ailleurs j'ai plutôt fait une présentation assez générale sur les e-sports en essayant de me focus un tout petit peu sur les événements. Et évidemment je vais vous parler après très rapidement de l'ESWC. Alors je pense que vous êtes un peu tous au fait parce que vu la salle vous êtes jeunes, vous êtes des garçons, donc a priori vous connaissez un peu les jeux vidéo, mais l'e-sport c'est beaucoup plus simple que ce que ça laisse transparaître dans les médias. La définition pour moi du e-sport, c'est à partir du moment où c'est un jeu vidéo qui fait rencontrer des gens, que ce soit des équipes ou des joueurs individuels, c'est du e-sport. C'est-à-dire que lorsque vous êtes, comme on peut le voir là, sur une grande scène face à des milliers de personnes en train de jouer une compétition sur League of Legends, c'est du e-sport. Mais si là, à la fin du meet-up, vous lancez une partie de Clash Royale et que vous jouez en regardant à moitié, ça reste du e-sport aussi. C'est du e-sport loisir, mais c'est du e-sport. Les audiences du e-sport, elles augmentent évidemment chaque année, elles sont très impressionnantes et elles sont à peu près la même cible qu'on, je pense, on a là aujourd'hui dans l'audience. C'est pour ça que je faisais la petite réflexion en introduction. Mais par contre, c'est une audience qui est extrêmement consommatrice et c'est ça qui a permis certainement à l'e-sport d'exploser beaucoup plus vite que le sport traditionnel. Là où le sport traditionnel a peut-être mis 50, 70 ans à se développer, le e-sport en a mis 10-15 ans pour atteindre des métriques quasiment similaires. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le e-sport. C'est toujours difficile de sortir des chiffres. Ils peuvent être débattus, mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister. On estime qu'il y a environ 7,5 millions de Français qui suivent l'actualité e-sport. Alors, c'est pas 7,5 millions de fans
parce que ça représente quand même 10% de la population, mais ça reste quand même, ça montre qu'aujourd'hui le e-sport, ça reste connu du grand public, notamment parce que les médias traditionnels commencent à en parler de plus en plus. Nous, on le voit à chaque fois qu'on fait un événement, TF1, France 2, Canal+, M6, ils sont tous là. C'était pas le cas il y a 10 ans. Steve, je pense aussi son quotidien a changé. Maintenant, quand il y a le PSG qui parle de e-sport, évidemment, ça fait résonance auprès du grand public. On fait beaucoup d'allusions entre, et je vais en faire moi-même d'ailleurs, entre le sport traditionnel et le e-sport. Évidemment, déjà, à commencer par le nom. 90% du mot e-sport est composé par le mot sport. Mais parce qu'il y a beaucoup de points communs. Et surtout des métriques comparables. J'y reviendrai plus tard, mais le principal point commun, c'est le business model, comment est financé le sport et comment est financé le e-sport. On a des métriques qui sont déjà intéressantes à comparer du sport traditionnel avec le e-sport. Les audiences de League of Legends, donc, qui est le jeu auquel jouait Steve, peut toucher 36 millions de spectateurs uniques sur un seul événement. Et ça dépasse par exemple l'audience d'un Grand Prix comme Monaco que tout le monde connaît, enfin que tout le grand public connaît. Un club comme Fnatic, donc ça fait partie des clubs concurrents au PSG, mais à la différence du PSG, ce sont des clubs qui sont issus du e-sport. Ils se sont montés par des entrepreneurs qui ont cru en ce modèle-là et qui ont pris le risque de créer des clubs 100% e-sport. Alors c'était très compliqué il y a 15 ans, mais aujourd'hui ce sont des structures qui arrivent à vivre très bien d'ailleurs pour certaines. Et on voit qu'en nombre de followers et de fans sur les réseaux sociaux, ça égale ou ça dépasse l'Olympique Lyonnais. Et en argent, on s'aperçoit aussi que aujourd'hui il fait bon d'être joueur professionnel. Alors il y a aussi beaucoup de fantasmes. Il y a majoritairement des joueurs amateurs, des joueurs semi-pro, c'est-à-dire qui arrivent à en vivre mais qui ont souvent une activité professionnelle à côté ou qui maintiennent leurs études. Mais les joueurs pros à 100%, ils sont quand même très très rares. Steve fait partie de ces privilégiés. Il y a aujourd'hui des gens qui gagnent très très bien leur vie, mais il y a aussi des gens, comme dans le sport traditionnel d'ailleurs, qui ont fait des sacrifices et ça n'a pas payé. C'est aussi important de le rappeler. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a le plus grand tournoi de e-sport, il se déroule sur le jeu Dota 2, c'est le jeu concurrent à League of Legends. Et sur un tournoi, il peut rapporter 22 millions de dollars, là où Roland Garros, pareil, qui est un tournoi connu à travers le monde, qui est diffusé dans tous les pays, dans toutes les langues, rapporte entre guillemets que 15 millions d'euros. Donc l'e-sport, en très peu de temps, a réussi à rattraper certaines métriques du sport traditionnel. Alors j'ai écrit les éditeurs de jeux vidéo, les futures fédérations de l'e-sport. Alors pourquoi j'ai mis ça ? Parce que en effet il y a toujours la comparaison entre le sport traditionnel et le jeu vidéo, et une question qui me revient quasiment systématiquement dans tous les interviews que je peux faire avec la presse, c'est est-ce qu'on peut imaginer un jour une fédération française de e-sport ? La réponse c'est non. Parce que la principale différence entre le sport traditionnel et le e-sport, c'est que le e-sport est joué sur des jeux vidéo qui appartiennent à des éditeurs, qui sont les ayants droit du coup de leurs images, là où le sport finalement est dans le bien commun avec des fédérations justement qui sont parfois dans le domaine public ou non. Du coup, ce sont en fait ces éditeurs qui ont la possibilité d'être les fédérations de leurs propres jeux. Et il y a certains jeux et donc certains éditeurs qui sont très en avance, qui ont très bien compris tout de suite. Et donc l'exemple principal, c'est justement League of Legends. League of Legends, c'est un peu à l'e-sport ce qu'est le foot au sport traditionnel. C'est-à-dire, c'est le jeu qu'on met souvent en avant parce qu'il dépasse tous les autres sur tous les métriques, en termes de nombre de joueurs, en termes de cash prize ou de nombre de joueurs pro, en termes d'audience sur les streams ou sur les événements. Mais en tout cas, voilà, ils ont compris très très vite le phénomène de e-sport. D'ailleurs, le jeu a été dessiné pour du e-sport et ils ont, il en a un peu parlé tout à l'heure rapidement, Steve, structuré très rapidement les clubs en les aidant, en donnant des finances pour qu'ils puissent verser des salaires. Et donc du coup, ils ont aujourd'hui même des joueurs qui en fait sont
en contrat en direct avec Riot, qui est l'éditeur. Donc Riot a compris que voilà, l'e-sport pouvait être vecteur de business, et du coup ils ont monté leur propre fédération, et beaucoup d'éditeurs aujourd'hui essayent de suivre ce modèle, et parmi les jeux qui peuvent prétendre y arriver plus rapidement, alors j'en ai listé quelques-uns, évidemment il y en a d'autres, il y a à commencer par Dota 2 que j'ai pu mettre tout à l'heure en comparaison des cash prizes, mais j'ai choisi d'autres jeux, notamment Clash Royale, parce que c'est le jeu 2016, il est sorti en 2016, et dès 2016 il a battu des records. Donc là j'ai sorti une stat, $1 milliard de revenus sur un jeu. C'est énorme, hein. Surtout en un an juste après sa sortie, et en prenant compte que Clash Royale appartient à Supercell, qui est un tout petit éditeur qui a 250 salariés. Donc dégager $1 milliard sur un jeu avec 250 salariés, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont la fibre entrepreneur, mais je vous souhaite autant de réussite. FIFA, je l'ai choisi parce que évidemment dans le grand public, pareil, dans l'esprit des gens, l'e-sport, ah oui, c'est quoi? C'est quand on joue à FIFA, parce que c'est... Alors oui, non, on a dit, hein, le e-sport c'est sur n'importe quel jeu, mais c'est vrai que FIFA ressort souvent dans les discussions parce que c'est compréhensible par tout le monde, parce que quand on regarde le jeu FIFA, à l'inverse de League of Legends, on comprend tout parce que c'est comme le foot. Même si, paradoxalement, dans l'e-sport, ils sont un peu en retard parce que par rapport à leur base de joueurs, je l'ai mis, c'est le premier bien culturel en France. Donc c'est-à-dire que c'est le jeu le plus vendu en France, donc un des jeux les plus joués en France. Mais malgré ça, c'est un jeu qui est joué beaucoup, on va dire justement en mode loisir, et assez peu en compétition de haut niveau. En tout cas, les audiences de FIFA sont très très loin des autres jeux que j'ai pu mettre à côté. Hearthstone, j'ai choisi ce jeu parce que, alors déjà, ça faisait partie des premiers jeux mobiles qui montrent l'évolution d'usage, mais aussi parce que, pareil, l'éditeur comme League of Legends organise ses propres championnats, et rien que sur sa propre ligue, il y a 1192 tournois officiels directement organisés ou du moins validés par l'éditeur. Et Counter-Strike, évidemment, parce que c'est un des jeux pionniers du e-sport qui existe depuis un peu plus de 15 ans, oui, même plus 17-18 ans maintenant, Counter-Strike, que ça existe. Et on pourrait croire que c'est sur le déclin, et c'est tout le contraire. Il y a des ligues professionnelles qui se lancent chaque année, et notamment, il y a eu un écart entre 2015 et 2016 de plus de $10 millions de prize money distribués, et ça va encore augmenter sur les années à venir, notamment parce que aujourd'hui, il y a des droits à l'image sur les diffusions de ces ligues professionnelles qui se commercialisent de mieux en mieux, et qui du coup génèrent de plus en plus de prize money pour les joueurs pros. Alors je reviens un petit peu dessus, mais donc Steve en a parlé tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir dans la tête que c'est une des questions qu'on se pose, c'est qui va gagner au niveau des clubs les futures compétitions e-sport. Est-ce que ce sont les anciens acteurs comme Fnatic qui se sont construits sur une dizaine d'années, ou est-ce que c'est les clubs comme Schalke 04 ou comme le PSG qui arrivent en ayant constaté que oui, en effet il y a un phénomène sur l'e-sport, et qui vont arriver avec des gros moyens, notamment le PSG qui investit réellement, hein. Je me permets de répondre à la question qui avait été posée. Le PSG, ils sont pas là pour faire un an ou deux et partir. Ils y croient à fond, et ils pensent qu'en effet, le e-sport peut s'inscrire sur les 50 prochaines années. Donc, du coup, savoir qui gagnera ce combat. Est-ce que ce sera les clubs issus du sport traditionnel, ou les anciens clubs, ou d'ailleurs un mix de deux. Peut-être que d'ailleurs les futures divisions 1 de League of Legends, on aura à moitié des clubs de sport traditionnel et des anciens. Ça, c'est difficile de répondre à cette question, mais en tout cas sur le business model, ça sera assez facile pour les clubs de sport traditionnel de se positionner, parce que il y a beaucoup de points communs, à commencer par le sponsoring. Aujourd'hui, des gens comme Steve, s'ils arrivent à toucher un salaire, c'est parce qu'ils jouent dans un club qui vendent du sponsoring à des marques, alors des marques comme Coca-Cola, comme HP qui vend des PC, alors historiquement, c'était surtout des marques issues de l'IT, et de plus en plus, c'est des marques grand public justement qu'on va retrouver. Mais en tout cas, les clubs de foot, ou les clubs de sport traditionnels savent vendre du sponsoring, et donc finalement le vendre pour du foot ou pour de l'e-sport, le métier est quasiment le même.
Ce qui va rémunérer, et là où l'e-sport est en retard par rapport au sport traditionnel, c'est les droits à l'image. Ce qui finance aujourd'hui les grandes coupes du monde de foot, c'est essentiellement évidemment les ventes de droits à l'image partout dans le monde. Là où aujourd'hui ça reste une petite brique dans le e-sport, mais par contre c'est une brique qui chaque année prend peut-être plus 50% ou plus 100% de croissance. Donc évidemment on sait que d'ici quelques années ça rapportera suffisamment d'argent et justement ça permettra à l'e-sport de franchir encore des paliers quand justement ces compétitions et ces grands tournois seront diffusés partout dans le monde dans plusieurs langues et surtout à la télé. Le marché de e-sport, il est estimé à 700 millions de dollars en 2017 avec à chaque fois des très fortes croissances. Et ce chiffre, pareil, hein, c'est toujours très difficile à avoir. En tout cas, il ne tient pas compte évidemment des ventes de jeux ou des ventes qui ont lieu au sein du jeu. Aujourd'hui, il y a un business qui a lieu dans les jeux. Alors, je ne sais pas si vous jouez de l'autre côté, mais quand vous jouez à Counter-Strike, par exemple, vous pouvez acheter des coffres, ou quand vous jouez à Dota, vous pouvez acheter même des tickets virtuels pour des tournois. Ça ne rentre pas en compte dans ce chiffre-là qui serait sinon beaucoup plus élevé. Alors je vais vous parler de l'ESWC. L'ESWC, c'est un événement qui existe depuis 2003 maintenant. Historiquement, ça voulait dire Electronic Sports World Cup, la Coupe du Monde des jeux vidéo. On a changé l'appellation en Electronic Sports World Convention et d'ailleurs de moins en moins on détaille, on utilise uniquement l'acronyme ESWC comme peut le faire BMW et HSBC sans qu'on sache très bien ce que ça veut dire. On a changé l'acronyme pour deux raisons. La première, c'est que on était historiquement avec un événement par an, là où aujourd'hui on veut multiplier les événements et c'est un peu difficile en communication d'expliquer qu'il y a une Coupe du Monde tous les 2 mois, là où le foot, il y en a une tous les 4 ans. Mais l'autre raison qui est tout aussi importante, c'est que, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que les éditeurs commencent à faire leur propre Coupe du Monde. Et vu que ce sont les ayants droit, évidemment, on ne peut pas être en concurrence avec eux. Du coup, on s'est retransformé en convention pour, par contre, pouvoir accueillir eux leur Coupe du Monde ou voire même être opérateur de leur Coupe du Monde. Et on a notamment là fait un événement très récemment au mois de février à la porte de Versailles qui était le ESWC Winter où par exemple on a accueilli une étape de la Coupe du Monde officielle de Call of Duty qui est la Code World League qu'on a opérée pour Activision. Et on opère par exemple pour Ubisoft la Just Dance World Cup qui est la Coupe du Monde du coup officielle pour l'éditeur. Donc on a su changer notre modèle pour s'adapter justement à l'évolution des éditeurs qui seront de toute façon tout le temps les ayants droit de leur jeu et donc qui décideront de la stratégie e-sport dans leur propre jeu. Donc du coup évidemment c'est pour ça que nos partenaires principaux sont les éditeurs principaux des jeux e-sport. C'est aujourd'hui évidemment de loin le plus gros événement e-sport en France, mais ça a été vraiment un vrai événement e-sport pionnier parce qu'à l'époque, en 2003, on avait un concurrent qui était coréen, qui était les WCG, mais sinon on était vraiment dans les premiers à faire ça. On a presque eu d'ailleurs peut-être sur certains points raison un peu trop tôt, mais tout ça pour dire que la France n'a pas forcément à rougir au niveau de l'e-sport sur son développement. On a vu aussi notamment le gouvernement s'y intéresser récemment pour justement cadrer le développement de l'e-sport et l'aider, et c'est pas le cas dans tous les pays. Et on a des gros événements, on a des joueurs performants. Alors il y a des joueurs comme Steve qui évoluent dans des clubs français, donc des clubs français qui sont d'envergure internationale, mais on a aussi des joueurs français qui évoluent dans des clubs à l'étranger parce qu'ils sont extrêmement performants. Donc voilà, l'e-sport en France se porte bien. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur le SWC? Depuis l'existence, on a créé du coup 70 Coupes du Monde, puisque sur un événement, on accueillait différentes Coupes du Monde sur différents jeux. Et on a déjà distribué 3 millions de dollars aux champions. Alors, ce qui est beaucoup, évidemment, c'est une très forte somme, mais comme on a pu voir sur d'autres métriques, par exemple, en 2016, il y a quasiment 100 millions de dollars qui ont été distribués sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble des jeux. Donc ça reste beaucoup et pas beaucoup à la fois comparé à l'e-sport. Ouais.
Je vais l'aborder, j'ai préparé un slide exprès à la fin, mais je veux bien en parler en toute transparence, il n'y a aucun souci. Et donc une petite conclusion sur le futur. Du coup j'ai presque fini, donc je vais finir et puis on fera les questions après tout d'un coup. Voilà, pour montrer qu'évidemment il y a ces Newzoo qui s'amusent à faire des visions sur jusqu'à 2019-2020 et elles sont toutes extrêmement optimistes. Il y en a encore d'autres qui sont sortis là récemment qui montrent qu'évidemment on est encore au début de l'histoire et que ce soit en termes d'audience ou en termes de marché, de taille de marché, on est plutôt sur une forte croissance. Et voilà, j'ai fait un petit clin d'œil à la VR parce qu'il faut aussi rappeler que le e-sport, même s'il est né sur PC et qu'aujourd'hui on voit beaucoup sur PC notamment grâce à League of Legends, il a su évoluer en suivant les usages. Ça s'est développé aussi sur console grâce à des jeux comme FIFA ou Call of Duty parce que les joueurs se sont mis à plus jouer sur console ça évolue aussi sur mobile. On le voit avec Clash Royale qui est un vrai phénomène et qui explose, et donc le jour où les usages de jeux vidéo passeront à la VR, évidemment l'e-sport aussi prendra certainement le chemin de la VR, alors que ce soit pour y jouer en tant que VR ou même peut-être en tant que spectateur. On peut déjà aujourd'hui regarder des parties de Dota 2 ou League of Legends grâce à la VR. Et voilà, et donc moi je voulais en effet raconter la conclusion de notre petite histoire. Le SWC pendant très longtemps ça a été le projet de Hawksent qui avait un autre projet qui s'appelait tournament.com, et donc à la toute fin de 2016 on a été justement racheté par Webedia. Donc on a rejoint ce gros acteur alors e-sport et pas que, parce que Webedia c'est pas que le gaming, qui a à la fois une partie média sur Millennium jeuxvideo.com, une partie équipe avec justement Millennium eSport et le PSG. De la gestion de talent, donc la gestion de talent c'est des personnes comme Domingo ou même Squeezie, Cyprien, alors qui sont pas forcément e-sport mais en tout cas qui sont des talents de jeux vidéo, et la partie événementielle avec donc du coup le SWC, Tournament qui est une plateforme d'organisation de tournois, et l'Arena qui est le lieu à Webedia qui permet de créer des tournois qui vont être diffusés sur Internet. Et donc, pour répondre un petit peu à ta question de monopole, c'est évidemment, je comprends que ça puisse faire peur de l'extérieur. Après, moi, j'ai un regard assez nouveau sur Webedia parce que j'ai rejoint vraiment les locaux là en décembre, donc ça fait 4 mois, vraiment c'est tout récent, et donc j'ai aussi vu un peu comme toi les fantasmes extérieurs sur Webedia, et je le vis aujourd'hui au quotidien. On est vraiment hyper indépendant, chacune de ces structures là, dans notre manière d'évoluer. Et aujourd'hui on profite en effet des synergies Webedia, mais on n'est pas contraint d'orienter les choses pour faire plaisir au club de Millennium ou faire plaisir au club du PSG. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Parce que le management est assez sain. Après, je comprends que ça puisse faire peur, mais nous, en tout cas, on garantit que là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, il faut aussi le voir comme une chance. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un gros acteur qui se positionne et ça va aider au développement de l'e-sport en France et au e-sport en général, parce que parmi ces projets-là, il y en a des internationaux, à commencer par évidemment le PSG, mais aussi le SWC qui a vocation. Nous, grâce à Webedia, on va pouvoir dès cette année faire un événement en Allemagne, peut-être au Brésil, et l'année prochaine en Angleterre, et peut-être encore dans d'autres pays. Donc, c'est des choses qu'on n'aurait pas réussi à faire tout seul. Donc, voilà, il y a en effet, ça peut soulever des questions que tout soit condensé dans une même entité, mais en même temps, c'est aussi ce qui va permettre de développer chacune de ces ressources. Alors, il y a eu, pour moi, oui, il y a eu une date d'avant-après, mais elle n'est pas forcément française, elle est internationale. Donc c'était en 2014, je ne dis pas de bêtises, c'est quand Twitch a été racheté par Amazon pour $1 milliard. Là, quand les gens, enfin surtout la presse grand public, a compris que
enfin 1 milliard de dollars, tout le monde, l'e-sport, personne comprenait, 1 milliard de dollars, tout le monde comprend. Donc ils se sont mis à s'y intéresser, ils n'ont pas compris tout de suite au début, mais justement ils se sont mis à poser des questions un peu à tous les acteurs internationaux, français, etc. pour comprendre. Mais en effet, moi je trouve qu'à l'explosion d'un point de vue grand public et du coup aussi d'un point de vue un peu business, il y a eu, même vis-à-vis des marques, les marques se sont aussi beaucoup plus intéressées à l'e-sport après le rachat de Twitch par Amazon. Les médias, tu veux dire? Les web TV par exemple? Alors, je vais répondre avec mon niveau de connaissance, mais justement, je voudrais pas engager parce que justement, c'est pas mon métier. Moi, je suis vraiment focalisé sur le SWC. Mais évidemment, c'est une web TV, donc ils vont avoir des revenus quand ils vont diffuser de la pub entre les shows. Ils font parfois des tournois qui vont être sponsorisés. Et pour certains d'entre eux, enfin au gaming, ça leur arrivait aussi d'ailleurs parfois de créer leurs propres événements. Donc ça crée des différentes sources de revenus. Mais en effet, c'est surtout la publicité et le sponsoring qui va les financer. Mais le e-sport pendant très longtemps a été très très fortement dépendant du sponsoring, que ce soit les clubs, les événements ou les web TV. Et donc c'est pour ça que tout le monde aussi attend un peu que les droits de retransmission puissent vraiment exploser pour encore aider le développement de l'e-sport. Ouais, l'audience elle grossit et même elle a plutôt tendance à exploser. C'est qu'elle prend quasiment 30 ou 40% chaque année. Aujourd'hui, on estime qu'il y a quasiment 200 millions de personnes à travers le monde qui suivent vraiment régulièrement du e-sport. Il y a 10 ans, on n'était pas du tout sur ces métriques-là. Donc oui, les audiences explosent et surtout, ce qui est un argument aussi pour les marques qui investissent de l'argent dans l'e-sport, c'est que l'audience elle vieillit. Aujourd'hui, quand vous investissez sur l'e-sport, vous investissez aussi sur des gens qui ont un pouvoir d'achat. C'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Donc c'est aussi pour ça que non seulement les audiences augmentent, mais en plus les moyens financiers des gens qui suivent l'e-sport augmentent aussi. Donc du coup, ça intéresse de plus en plus les marques. Oui. Si, elle commence, c'est le bon mot. Elle commence. Alors, il y a déjà eu des cas, hein, même moi je peux en parler pour le SWC, on a déjà fait de la diffusion en live. Alors, c'était pas sur TF1 évidemment, mais c'était par exemple sur SFR Sport 3, sur ma chaîne Sport, sur l'équipe TV. On a retransmis les finales de la Coupe du Monde de FIFA. Donc, elles s'y intéressent, elles font des tests. On voit même d'ailleurs des émissions, Canal+, qui a lancé son Canal Sport Club, beIN Sport aussi a sa propre émission. Donc, elles s'y intéressent, mais les plus grands groupes aujourd'hui, ils prennent pas encore le risque d'y aller. Mais en tout cas, ils se positionnent. Hein. TF1, clairement, avec TF1 MyExtra, leur plateforme, ils proposent de plus en plus de contenu e-sport. Ils se posent la question de format pour comment diffuser du e-sport à la télé. Mais ce qui est le problème du développement aujourd'hui du e-sport à la télé, c'est qu'il a le même qualité, le même défaut que la musique. C'est-à-dire que quasiment tout le monde écoute de la musique, quasiment tout le monde joue aux jeux vidéo, mais tout le monde va écouter de la musique différente. Et on peut voir qu'à la télé, le traitement de la musique, si on retire les émissions de télé-réalité, il reste quasiment plus rien à part des diffusions de clips tôt le matin sur des chaînes, etc. Et le e-sport a le même problème, c'est qu'en fait c'est très segmentant. Tout le monde joue aux jeux vidéo, mais par contre il va y avoir des fans de LoL, des fans de Hearthstone, et ils vont pas tous être intéressés par le contenu. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu une prise de risque pour des chaînes comme TF1 ou d'autres qui cherchent à faire des grosses audiences de se focaliser sur une diffusion d'une compétition. Donc je pense qu'il y aura d'abord des tests avec peut-être des documentaires ou des choses comme ça, mais ça va venir, ouais.
Alors, le choix des jeux, déjà, évidemment, il va se limiter avec les jeux sur lesquels on a les droits. Parce que justement, on a, comme tu dis, on n'a pas les droits, c'est les éditeurs qui les ont. Donc aujourd'hui, nous, on n'organise aucune compétition sans avoir signé les droits avec un éditeur. Après, on a la chance d'être suffisamment gros pour justement être reçu, discuter, et en général, s'il n'y a pas de problème de calendrier, parce que c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, finalement c'est le rôle d'une fédération, ce que j'ai dit tout à l'heure. Un éditeur, quand on va lui demander les droits sur un événement, la première chose qu'il va nous demander, c'est le lieu et les dates pour constater si ça chevauche pas un autre événement qui qualifierait. Ensuite, le choix des jeux. Évidemment, on va regarder les jeux qui font les plus grosses audiences, et c'est pour ça que depuis que le jeu existe, on retrouve régulièrement Counter-Strike, qu'on a déjà fait des événements un petit peu sur League of Legends, sur la scène féminine. Par exemple, sur League of Legends, on a fait la scène féminine parce que justement, les championnats du monde sont verrouillés par Riot, donc on peut pas les organiser directement. Mais sinon, le SWC, on a toujours eu, nous, la culture de vouloir ouvrir l'e-sport. On l'a fait en ouvrant déjà à tous les pays, là où d'autres organismes concurrents se contentaient d'inviter tout le temps les 16, on va dire, ou les 8 ou les 16 meilleures équipes, mêmes équipes. Nous, on a ouvert nos qualifications sur le continent africain, dans des pays du Moyen-Orient. Parfois, ça a généré des moqueries, mais on avait envie de défendre un petit peu cette vision Coubertin d'ouvrir le e-sport à tout le monde, donc sur un point de vue des pays, mais aussi sur un point de vue des jeux. Le e-sport, quand on discutait il y a 15 ans, pour des gens c'est Starcraft et rien d'autre. Après, non, Quake c'est aussi du e-sport. Quand Counter-Strike est arrivé, les joueurs de Quake ils disaient non, Counter-Strike c'est pas du e-sport, quand on tire ça va n'importe où, c'est pas précis, c'est de la chance. Quand Warcraft 3 est arrivé, on a dit c'est pas du e-sport parce que il y a que 40 unités à contrôler, là où à Brood War il y en avait 200. Quand Dota est arrivé, donc c'est le cousin de LoL, on a dit ah bah non, là c'est pas du e-sport, il y a qu'un seul héros donc on a toujours donné la chance à des nouveaux jeux parce qu'on sait que voilà, le e-sport évolue. C'est une de ses qualités et un de ses défauts, c'est que même pour des joueurs comme si, je pense que c'est un peu compliqué de se dire je vais m'investir dans l'e-sport parce qu'on ne sait jamais à l'avance la durée de vie d'un jeu. Mais en tout cas, voilà, pour nous c'est important de se renouveler parce que déjà on va élargir le public que ça va toucher. Parfois, on allait volontairement sur des jeux qui paraissent plus grand public. Dans le jargon, on appelle ça des jeux casus. Mais ouais, on a pris le risque avec Clash Royale, on a pris le risque avec Just Dance, mais on n'a pas regretté parce que ça marche. Cette année, là, sur les finales Just Dance, on n'a jamais peut-être eu autant de demandes de la presse pour les suivre. Il y avait plein de gens qui dansaient devant la scène. Les audiences sur le Facebook Live ont très bien marché. Donc, voilà. On continuera l'ouverture et on continuera de prendre des risques sur des jeux un peu plus peut-être qui paraissent moins e-sport mais qui pour nous le sont parce que voilà. Moi j'avais une question. Je vais revenir sur un thème qu'on a abordé avant sur les médias. Est-ce que c'est une question que je me pose moi. Est-ce que tu trouves que les médias au jour d'aujourd'hui s'en intéressent, ne comprennent pas globalement le phénomène et sont aussi en décalage avec le public qui consomme du e-sport parce que ils sont pas présents sur tout ce qui est les canaux comme les plateformes de streaming ou je sais pas les Reddit, les choses comme ça. On va dire que les médias au niveau des canaux utilisés pour communiquer avec leurs auditeurs, ils sont un petit peu en décalage avec la génération des millennials. Ouais, alors je comprends ce que tu veux dire. Mais alors je suis plutôt optimiste là-dessus parce que moi ça fait très longtemps que je suis dans l'e-sport et j'ai vraiment vu l'évolution. Et je peux t'assurer que quand c'était il y a 10-15 ans et qu'on faisait un événement, on était très content de voir TF1 ou France 2 débarquer et puis après on voyait le sujet et on disait ah merde. Il présentait Kevin qui passe 10 heures par jour, qui n'a pas d'amis et qui est en échec scolaire. Enfin voilà. Aujourd'hui, quand ils traitent les médias traditionnels, quand ils traitent le e-sport, c'est pour présenter le phénomène que bah oui, aujourd'hui il y a des joueurs stars qui signent des autographes, qui gagnent leur vie grâce à ça et que c'est structurant. Enfin là, il y a eu un super sujet récemment sur 7 à 8 de TF1 où justement ils suivaient des champions qui expliquaient comment ils ont perdu 10 kilos grâce à
grâce au e-sport, et comment ils se sont accomplis en tant que personnes grâce au e-sport. Donc le traitement médiatique, déjà, il a vachement évolué. Et la première raison, c'est que les journalistes d'il y a 10 ans, ils jouaient pas aux jeux vidéo et qui se sont renouvelés, et qu'en fait aujourd'hui, ceux qui viennent couvrir les événements ou qui viennent interviewer les joueurs, ce sont eux-mêmes des joueurs, et donc forcément ils vont le traiter de manière un peu plus friendly, et ça évidemment, plus ça va aller et mieux ça va aller. Par contre, la différence, c'est qu'aujourd'hui, oui, ceux qui prennent les décisions au niveau des chaînes pour le traitement, on va dire, éditorial des émissions, oui, eux, ils ont peut-être pas encore été remplacés par des trentenaires qui ont la vision, mais voilà, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. L'e-sport est allé très vite, mais on sait aussi que les prochaines étapes, elles peuvent prendre du temps. Notamment parce que c'est pas quelque chose que j'ai dit pendant la conclusion, mais que je voulais aborder. Mais c'est vrai que le e-sport, à l'inverse du sport, c'est développé sur une pyramide inversée. C'est-à-dire que le sport, ça a commencé sur des champs de patates où les gens poussaient un ballon, ils se sont dit, mince, c'est qui le meilleur du village, ah ok, c'est qui le meilleur de la région, c'est qui le meilleur du pays, puis c'est qui le meilleur du monde. Le e-sport a commencé dans le sens inverse, parce que vu que tout le monde pouvait jouer les uns contre les autres grâce à Internet, on a tout de suite pu faire affronter les meilleurs joueurs du monde, et on est en train de faire le chemin inverse, à vouloir maintenant justement structurer le milieu, on va dire, amateur et loisir, et aller toucher la base de joueurs, qui pratiquent le e-sport sans le savoir. Je l'ai dit en introduction, quand vous faites une partie de FIFA avec un copain ou une partie de Clash Royale connectée avec un inconnu, vous faites du e-sport, et il y en a beaucoup du coup qui pratiquent le e-sport sans le savoir. Et ça, c'est aujourd'hui l'objectif pour les acteurs comme nous, c'est de démocratiser le e-sport à ce point-là, et c'est dans ce travail-là, je pense que ces médias traditionnels peuvent nous aider à aller toucher, on va dire, cette base-là. Et ça va prendre du temps, mais j'ai pas de doute qu'on y arrivera. Voilà. Merci à tous. On va passer au dernier pitch avec Flavien. On parlait de Panda. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, donc moi c'est Flavien. Je suis le fondateur de Pandascore. On est une startup dans l'e-sport, oui, et on fait surtout de la tech dans l'e-sport. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait et un peu d'où on vient aussi. Donc ça, c'est la brochette de geeks qui développe Pandascore. Qui est de 42 ici, juste rapidement, tout le monde quasiment, ouais. Non, pas tout le monde. C'est tout? Ah la vache. Ok, je croyais que j'étais en terrain conquis, en fait, pas du tout. Moi, je viens de 42. André, le mec en bas, il vient de 42. On a un stagiaire qui vient de 42, enfin bref. On kiffe bien 42. Et donc, on est très tech. Et en fait, je sais pas s'il y en a qui connaissent Martin ou pas, hein, ici? Non, putain, les gars. Tu connais Martin, toi? Ouais. Qui suit là. C'est Croc. C'est un mec qui est spécialisé dans les Challenge France. Il stream aussi les Underdogs pour gaming. Donc c'est un caster pro. Et globalement, la team, c'est deux types de profils, des types dev et des profils intelligence artificielle, computer vision. Et je vais expliquer pourquoi. Yep. Donc là, l'e-sport, je pense que tout le monde a compris que c'était un truc de ouf. Pas besoin de revenir, je pense. PSG, tout ça, on a vu. Canal Sport Club, on a vu. Et ça, on n'a pas vu encore. Nous, ce qu'on fait, c'est que dans l'e-sport aujourd'hui, et quand on regarde le sport de manière un peu rétrospective, on se dit qu'aujourd'hui, une équipe professionnelle, elle bosse avec pas mal de statistiques. Un média comme l'équipe, typiquement, quand ils font des articles sur le foot, ils mettent plein de stats partout. Quand tu regardes la télé, tu as des stats un peu partout, etc. Et en fait, on se rend compte que l'apport de la data et des statistiques, de manière générale, permet au business et vraiment global du sport de se développer et d'être plus professionnel, plus intéressant à regarder, plus divertissant. Et parfois, ça permet juste d'exister. Typiquement dans le pari sportif, pas de stats, pas de pari, quoi. Dans l'e-sport, c'est un peu la même logique. Nous, moi, ça fait quasiment 3 ans, enfin 2 ans et demi qu'on bosse dessus. Et ça faisait 4-5 ans que je me disais, il y a des trucs à faire. Parce que je voyais, aussi bêtement que ça, un truc qui m'avait marqué, c'est quand je regarde un stream sur gaming, je regarde dans le chat, et tous les mecs posaient la question, c'est quoi le match d'avant, c'est quoi le match d'après, c'est quoi le résultat du match d'avant, c'est quoi le match d'avant. Il n'y avait pas de sens centralisé de statistiques et de data, juste ok, qui a gagné le match d'avant, quoi. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de collecter toutes ces stats-là et de les diffuser aux acteurs pertinents, donc aux médias, aux équipes pro, etc. C'est un peu ce qu'on fait, nous.
Et la manière de le faire, c'est avec de l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer comment ça marche. La data, globalement, c'est quelque chose qui permet à un business de grossir, parfois fondamentalement comme un bookmaker, un site de paris. Et c'est un facilitant, mais qui est nécessaire dans beaucoup de business. Je pense que vous connaissez à peu près toutes les boîtes qu'il y a dessus. Qui connaît Unicorn ici? C'est normal que tu connaisses. Ok, il n'y a pas grand monde qui connaît Unicorn. C'est un site de paris e-sport américain, pas que américain d'ailleurs, mais qui propose que du e-sport. Donc vous n'avez pas le droit de parier en France, donc vous pouvez pas y aller. Enfin, vous pouvez y aller, mais vous pariez sans argent. Mais ça, c'est un des sites de paris. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de typologies d'acteurs, et à chaque fois, c'est ces acteurs-là. Donc un sponsor, typiquement Coca-Cola, ils sponsorisent ils sponsorisent les Worlds de League of Legends. Un acteur comme ça, il a besoin de data pour faire des choix entre sponsoriser un tournoi ou plutôt sponsoriser ce joueur-là ou ce joueur-là, parce que ce joueur-là est le meilleur ou ce joueur-là est le meilleur mais dans 3 ans. Ça, c'est des stats qui permettent de prédire ce genre de choses. Les équipes pour le recrutement mais pour le coaching aussi. Donc coach, typiquement Steve, on le coach. On travaille avec Duke, son coach. On lui fournit plein de stats, on lui fournit des analyses hyper détaillées et qui aident Duke à coacher ses joueurs. Donc c'est des stats encore une fois. Nous, personnellement, en termes de business, ce qui nous intéresse le plus, c'est les sites de paris. Parce que c'est un plus gros business, parce que c'est un business qui a besoin énormément de notre data et de nos stats. Pour faire du pari en temps réel, par exemple, il faut savoir qu'il y a un but sur FIFA, il faut savoir qu'il y a un kill sur Counter-Strike, un frag. Donc ça, c'est de la stats et c'est ce qu'on fait nous en temps réel. Juste, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le betting dans l'e-sport, c'est un truc de dingue. Sur Counter-Strike, donc ça c'est le skin betting, en gros, globalement tu paries, au lieu de parier de l'argent, tu paries des skins, donc une apparence d'arme quoi. Ça en un an, ça a fait 6 milliards de dollars de volume placé, en 2016, et le truc existait depuis à peine 2 ans quoi. 6 milliards de dollars, pour vous mettre en perspective, sur le Super Bowl, il y a 200 millions de dollars qui sont placés. Bon, c'est en événement, donc c'est pas forcément hyper comparable, mais ça donne une idée en tout cas. Ça c'est Faker, je sais pas si vous le connaissez. Lui il est bon, lui. Il est très très bon. En fait, donc nous concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce mec-là jouer, mais en fait on regarde son écran dans le jeu, et c'est là où la magie Pandascore entre guillemets elle opère. Donc concrètement on va analyser des flux vidéo, et à partir d'un flux vidéo on va être capable de dire ce qui se passe dans le flux vidéo. Je sais pas si on voit bien les trucs, c'est vite fait hein. Là vous voyez le truc rouge? Ok, ça c'est les zones d'information qu'on est capable d'analyser. Donc sur ça c'est une capture de League of Legends. Il va y avoir ici les champions que chaque personnage joue. Il va y avoir ici la minimap. Il va y avoir ici les kill feeds. Donc ce mec-là a tué ce mec-là, enfin a tué cette tour-là, etc. Là il y a des stats avec les objets, etc. Toutes ces informations-là, en fait, on a développé une intelligence artificielle qui regarde une vidéo et qui va dire ok, là on parle de League of Legends, donc déjà il catégorise, c'est du League of Legends ou du Hearthstone ou du FIFA ou je sais pas quoi. Après elle va dire ok, où sont les zones d'information. Il va regarder en bas à droite, ok, là j'ai l'impression qu'il y a une minimap. Ok, il y a une minimap. Ensuite, ici, il y a des stats. Ici, il y a d'autres stats, etc. Segmentation, ok, ici sont les zones d'information. Une fois qu'on a les zones d'information, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et l'IA, elle est capable de dire, bon, bah là, c'est un 1, là, c'est un 3, etc. Et du coup, on arrive, à partir d'une vidéo, à arriver avec des statistiques et de la sémantique pour comprendre ce qui se passe dans un match. Une fois qu'on a ces datas-là, on est capable de les diffuser en temps réel, ou on est capable de faire des probas et de les rediffuser après. C'est globalement assez complexe qu'on fait, enfin un petit peu. Je sais pas si ça en dirait, mais c'est un peu chiant parfois. Mais il y a plusieurs enjeux, notamment d'être capable de faire ça sur plusieurs jeux, parce que faire du LoL, ok, après faire du Dota ça va, c'est pas trop différent. Mais faire du Hearthstone, très différent, il y a des cartes. Faire du FIFA, il y a très peu d'informations sur du FIFA, c'est du foot. Nous, des trucs qu'on sait faire, par exemple, c'est avec l'angle de la caméra, on est capable de savoir si c'est un corner, si c'est un coup franc, si c'est un penalty. Ça, c'est le genre de choses qu'on sait faire. Ou par exemple, sur League of Legends, on est capable de prédire la fin du match en analysant uniquement la minimap. On est capable de dire, bon bah là, dans 20 secondes, la partie elle est finie parce que les mecs ils sont en train de push. On voit où ils sont et on met ça en relation avec la barre de points de vie des mecs. Et on dit, bon bah là, la partie va se finir. Ça, c'est des choses qu'on sait faire. Je prends les questions maintenant ou je fais à la fin Ouais, vas-y, balance. Ah ouais, bah lui, il est pas novice, c'est un coach, ouais. Ouais, mais carrément, ouais. Ouais. Bah, un exemple, pour ceux qui ont suivi les playoffs du PSG, de LoL, il y a un moment, il y a un pic qui a été sorti, un pic Akali en face.
Et tous les observateurs étaient là, waouh, truc de fou, etc. Nous, on avait fait un rapport où il disait, bah, Kali, ça va sortir. Donc ça, c'est le genre de truc où ça a un impact énorme, et parfois c'est aussi simple que ça. Donc fais attention, ce mec-là a tendance à jouer Akali en ce moment en solo queue, tu devrais faire gaffe. Ça va. Et après, on fait des stats un peu plus profondes sur tous les personnages qui jouent, chaque adversaire qu'il va rencontrer, le nombre de fois qu'il fait des kills, les fois il meurt, son CS, combien de wards il pose, est-ce qu'il a tendance, typiquement le jungler, c'est le mec un peu l'électron libre de la partie, on essaie de comprendre si ce mec-là il a tendance à attaquer très tôt le camp adverse, ou est-ce qu'il est plutôt cosy dans sa base, attendre que ça se passe. Déjà, c'est le genre de choses qu'on est capable d'analyser, quoi. Ouais, je crois. Il y en a deux là, c'est lui qui a levé le premier. On stocke tout. Ouais. On a 50 data, un truc comme ça. Non, je demandais en fait si vous avez des profils sur les joueurs et comment vous faites et comment vous êtes positionné aujourd'hui sur ce market-là en fait. Voilà. Ta boîte. Ma boîte. Votre boîte. Je sais pas ce qu'elle comme fait. tu veux. En gros, nous on a un produit qui est hyper versatile. La data, tu peux faire ce que tu veux, tu peux vendre à n'importe qui, etc. On a beaucoup travaillé avec des acteurs. On a bossé avec l'équipe 21 sur la eFootball League. Donc pendant 4 mois, il y avait un tournoi de FIFA. On faisait des stats pour eux. On bosse avec ESL, un concurrent de WC. Désolé. Tu connais? Donc on analyse plein de flux vidéo. Ils nous filent plein de flux vidéo. On leur donne des datas en échange. Donc on a testé plein de trucs. Et on s'est rendu compte que les business les plus sexy pour nous, les plus gros, c'était le betting, les sites de paris. C'est ça qui était intéressant. Donc aujourd'hui, nous, on travaille un peu avec des acteurs par-ci par-là qui nous plaisent. Pas pour le fun, mais pour des use cases précis. Et en fait, le vrai business, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est le betting, quoi. C'est vraiment les sites de paris et fournir des probas aux sites de paris pour qu'ils puissent faire leur cote. Donc le positionnement, il est là. Après, sur la data, on stocke tout ce qu'on collecte, mais de manière générale. Et à un moment, en gros, aujourd'hui, on stocke même les logs, les chats sur les compétitions qu'on regarde, quoi. On stocke tout. D'accord. Et parce que c'est trop intéressant. Et imagine, on est capable de prédire qu'il va y avoir un kill parce que les mecs dans le chat, ils sont en train de s'exciter à mettre des Vous analysez la data dans les chats, justement, c'est ça? On analyse tout. Ouais. Enfin, on stocke. Pour le moment, on stocke. Okay. Après, on analysera. D'abord, on stocke. Ok. On n'a pas le temps de tout faire. Tu vois. On est encore petit, on est une dizaine. Tu vois. Vous êtes bon. Je sais pas si on est bon. Il y avait des questions du coup là. Désolé. Hein. Au niveau de l'interface, lorsque par exemple Riot change son interface in-game pour le spectateur, est-ce que votre intelligence artificielle arrive à faire la part des choses et à reconnaître que la minimap a changé de côté, que le tableau de bord a changé? Bien sûr. Ouais. C'est vrai et faux. C'était faux il y a quelques semaines. Parce qu'on y arrivait, on le faisait à la main en fait, on disait ici il y a ça, ici il y a ça. Et là on a bossé sur un truc qui le fait tout seul. En gros qui arrive, c'est des technos assez pointus en deep learning, mais en gros ça s'appelle de la segmentation et ça va créer des masques sur ton image en disant bon bah là c'est une minimap, elle fait cette taille là au pixel près et t'arrives à l'extraire après, quoi. Mais ouais, on y arrive maintenant. Ok. Et deuxième question, alors tu dis que c'est pas trop ton business, mais les trucs comme OPGG, Champion GG, je m'intéresse uniquement au segment LoL, fournissent des stats assez pointues sur les win rates, ce genre de choses. Comment on peut expliquer qu'il y a des grosses différences et des trucs complètement aberrants dessus, parfois? Des erreurs, tu veux dire, sur OPGG? Ouais, par exemple. Enfin, je prends un exemple un peu pointu, mais du Aurelion Sol Jungle sans smite qui a 53% de win rate, c'est étrange. Bah, ils ont un dataset où il y a 10 personnes qui l'ont joué, quoi. Donc ça peut exister, c'est juste une histoire de dataset. Après, bon, c'est du dev, donc il y a forcément un moment donné où ça bug, sans vouloir. Les 42, je suis désolé, mais ça existe. Non, mais je saurais pas te dire exactement. Après, je sais que tout ce qui est données fournies par Riot, globalement, ça pue. C'est pas fiable ce qu'ils donnent. Nous, on a des cas où des joueurs dans leur base de données, ils ont 10 équipes qu'ils n'ont jamais joué, où ils ont des ID qui sont pas, ils ont pas le même ID au fil du temps, donc le mec il change d'ID, ce qui est aberrant. Enfin, donc il peut y avoir des trucs chelous. Et même chez nous, on a plein de trucs chelous. Hein. On commence, donc on commence 2 ans, mais on commence aussi, il y a des trucs chelous dans tous les sens, quoi. Mais le but du jeu, c'est que ce soit le plus stable possible, et c'est l'objectif vers lequel on tend tous. Ok. Et du coup, l'aspect statistique pour grand public, de win rate, etc., c'est pas du tout votre cœur de cible? Non, faut de la thune, ok. Non, en fait, en gros, je t'explique, il y a une boîte qui s'appelle Dojo Manes en Allemagne, qui a levé 6 millions hier soir, ou hier matin, je sais plus. Enfin, les mecs, ils ont fait ça en claquement de. Non, ils ont levé, en gros, c'est une boîte qui fait du coaching. Donc, t'as une appli, tu regardes ton appli, il te dit quoi acheter comme item, etc. Donc, eux, typiquement, ils s'intéressent beaucoup à la data des joueurs. Moi, j'appelle ça les joueurs lambda, par opposition aux joueurs professionnels. On pourrait dire casus ce que tu veux, mais c'est un business très différent. C'est pas du tout les mêmes sources d'informations, c'est pas du tout la même difficulté de stockage, c'est pas du tout le même traitement de l'information, et c'est pas du tout les mêmes clients. C'est quoi votre business model? C'est X données, enfin X euros contre X mégas de données. Comment vous arrivez à vivre en tant que startup? En tant que startup, je lève des fonds, quoi.
Donc, Pour l'instant, vous vivez que de levée de fonds sans. Non, je plaisante un peu. En gros, bon, comme une startup, on connaît pas notre business model. On a des pistes, on teste des business models différents. Donc le PSG, par exemple, on leur vend chaque fiche qu'on leur vend, ils payent à la fiche, le fiche de stats. Un ESL, on a un recurring tous les mois, ils nous payent. Mais en fait, le business model sur lequel on tend avec des bookmakers, il est hyper établi. Donc là, il n'y a aucune innovation à avoir. C'est tu leur vends un paquet de probas. Donc tu dis, bon, bah, la proba que cette équipe gagne contre celle-là, c'est ça. Qu'il y ait autant de headshots, c'est ça. Qu'il y ait tant de 6, etc. Et ce paquet de probas, il a un prix, il a un coût, et c'est par match. Chaque match, tu fais ça. En gros, ça, c'est le business model vers lequel on tend. Après, l'avantage d'être une startup, c'est qu'on peut changer hyper rapidement de business model, et on est au début, donc on est hyper souple. Mais on fait aussi des levées de fonds, c'est cool. Bah, par exemple, pour parler de levée de fonds, c'était quand votre première levée de fonds? Non, Si, l'année dernière, on a fait une toute petite levée avec des business angels. C'était en juillet. Et on a fait. Et ça, c'était quoi le but? C'était surtout de faire grossir l'équipe pour recruter des développeurs et pouvoir les payer surtout, ou c'est... Non, le but c'était que j'arrête de vivre chez mes parents. Donc ça, c'était le premier but. Donc se payer personnellement? Ouais, c'est ça. Là, je me paye 10 000 balles par mois comme Steve, un truc comme ça. Non, pas du tout. Non, en fait, pas du tout, quoi. Non, le but, effectivement, c'est de passer de deux mecs. J'étais avec Jonathan, mon associé, on était tous les deux à bosser limite dans une cave, c'est un peu pareil, quoi. À une team, là, on est 10 aujourd'hui. On fait un peu de chiffre d'affaires aussi, donc ça permet aussi de payer. Mais ouais, le but, c'est de grossir et surtout d'être... En fait, quand t'es une startup, t'as plusieurs types de divertissements qui sont pas bons pour toi. Un des premiers divertissements, c'est les faux clients, les mauvais clients. Les mauvais clients, c'est les clients qui te sortent de ton focus. Moi, mon focus, c'est de sortir des probas dans 6 mois ou dans 8 mois. Tout ce qui est autour, c'est pas bon. Genre PSG, par exemple, bosser avec eux, c'est pas hyper bon. On le fait parce que c'est hyper cool, on apprend beaucoup, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est logique dans le play global. Mais donc ça, c'est des pertes de focus. Lever des fonds, ce qui est bien, c'est que c'est du cash. Donc c'est un investisseur qui vient, mais il donne du cash. Il te dit, t'as le temps que tu veux pour faire ce que tu veux. Donc en gros, il te donne juste du temps de vie où t'es focus 100% sur ce que t'as envie de faire. Donc c'est assez cool en fait. Il y avait une question là-bas avant, je crois, non? J'ai vu une main levée. Ouais. Ouais, on a plein de moyens d'avoir des accès data. Aujourd'hui, c'est pas hyper stable encore parce qu'on bosse pas trop là-dessus. Mais en gros, t'as une API qui est libre, tu peux y aller dessus aujourd'hui. Tu vas sur .score.co, tu crées un compte et tu peux taper dans la data. Non, parce que en fait, l'historique, il a une valeur, mais la vraie valeur, elle est pas dans l'historique, elle est dans le temps réel. Donc si je te donne de la donnée au moment où ça arrive, c'est là où tu vas faire de l'argent en tant que business. Alors que la donnée qui est un peu ancienne, aujourd'hui, elle est pas stable. Donc si tu prends ma base de données via l'API, amuse-toi. Mais tu vas avoir un 0 au lieu d'un nom de joueur, tu vas pas comprendre. Non, mais en gros, aujourd'hui, on s'en fout. Mais ça va devenir un enjeu et on va la faire payer au fur et à mesure. Quand elle sera un peu plus stable. Ouais. En fait, donc, par rapport à ce dont tu parles, bonsoir. Par rapport à ce dont tu parlais sur la technologie de reconnaissance de la minimap et compagnie, est-ce que vous travaillez avec les éditeurs de jeux eux-mêmes pour qu'ils vous fournissent des stats? Donc tu disais tout à l'heure que Riot notamment fournissait des stats qui n'étaient pas terribles. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous comptez, qu'ils améliorent ces stats-là et qu'ils les mettent, qui grandissent un peu tes concurrents en fait? Moi je préfère qu'ils fassent rien parce que du coup ma techno elle sert à quelque chose, sinon elle sert à rien. Non, en vrai, tu vois, genre typiquement Blizzard, ça fait 20 ans qu'ils font de l'e-sport, ils ont jamais ouvert leur data. Riot, ils ouvrent un peu leur data, mais la donnée elle est pas ouf. Donc moi j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus matures dessus, donc ils diffusent un peu plus de stats. Mais en même temps, j'ai pas besoin d'eux. Après, à un moment donné, je vais aller les voir, je vais leur dire moi j'ai le réseau de distribution, je connais tous les sites de Paris du monde. On fait un deal, quoi. À un moment donné, ça va être ça. Mais après, qu'ils le fassent pas, c'est. Ça change rien, quoi, pour moi. Je vais répéter la question, du coup, comme ça, Trentin, il sera content. Je peux parler fort, dans le micro, ok. Bonsoir tout le monde. Et en fait, donc moi aussi je suis un peu dans le gaming, mais là ce que je vois en fait c'est surtout, je vais pas me présenter, je vais pas faire de la pub, mais je regarde juste ça là et je me dis ok, donc dans l'IA, première chose, tu nourris l'IA à la main. Deuxième chose, tu vas lui balancer tous les flux vidéo puisque tu lui as appris à lire ces flux vidéo. Troisième chose, c'est passer en live. Mais moi je fais le parallèle avec le football américain.
le coach, il a toujours ça devant la bouche pour pas que les gens entendent la combinaison de l'équipe. Il cache toujours ce qu'il est en train de dire et finalement, tu sais pas quelle est la combinaison et tu sais pas ce qu'il y a dans la tête en fait des joueurs. Ouais. Là, si tu regardes, ben en fait, tu sais exactement ce que tout le monde fait en live. Donc, ok, les paris sportifs, c'est rentable, mais ce qui est plus rentable, vas-y, mais fais-toi payer 3 millions de dollars par PSG tous les ans et toi, tu leur balances au fait, dans 10 secondes, ils vont faire ça. Ah, dans 5 secondes, ils vont faire ça. Ah, ils sont tous jungle là. On va les bang. Alors, ouais, donc bon, déjà, t'as compris un truc qui est cool. Il y a des petits freins à ça. Typiquement, les coachs, ils sont fermés. Donc, ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas censé communiquer. Enfin, dans le foot, je parle dans l'e-sport. Je te parle dans League of Legends. On a le droit de tricher, faut juste que les gens sachent pas. Ça, c'est le premier point. Non, mais effectivement, t'as un vrai sujet là-dessus où nous, si on est capable de prédire des trucs en avance, ça va plus loin que ça. C'est que. Je sais pas, genre, imagine une pub sur Twitter. Les pubs sur Twitter, elles sont timées, c'est-à-dire que tu peux choisir un moment où ça va apparaître. Si moi je suis capable de dire quelle équipe va gagner, je sais pas, 5 minutes avant, ta pub, tu peux la target aux bonnes personnes. Parce que c'est eux qui vont gagner. Les mecs qui viennent de gagner, ils sont contents. Ils vont sur Twitter. Et quand on est content, et quand on est sur Twitter, ça c'est une décharge émotionnelle, tu likes. Tu vois ? Et ça, je peux le faire à l'avance. Potentiellement. Je le fais pas, hein, mais potentiellement, je peux le faire. Donc, ouais, en gros, la donnée, et c'est pour ça que je parle de versatilité de notre donnée et du produit qu'on peut avoir. C'est qu'on bosse sur le betting maintenant, mais on peut faire ce qu'on veut avec la data. Le play, il est là. C'est-à-dire qu'on est capable de faire n'importe quoi, tout ce qu'on veut, tout ce qui nous excite, tout ce qui est hyper, qui change la vie des business qu'on a avec nous. Nous, on restera toujours B2B. On fera jamais un site de paris, typiquement. Ça m'intéresse pas. Mais dans le B2B, il y a énormément de use cases différents, effectivement. Vous voulez pas voir mes autres slides, genre ? Ils sont trop cool. Il y a du Hearthstone, regardez, il y a Hearthstone. Non, mais vas-y, t'inquiète. Ouais, je me permets d'intervenir juste parce que la question a à peu près la même tonalité que ce qui se disait avant. Justement, t'as jamais pensé à utiliser ta technologie pour... Hein ? C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je sens que... Non, justement, en fait, on peut se dire que tu pourrais quasiment avec cette techno, être un trader et te dire qu'au lieu de vendre des données pour faire des bets, tu pourrais faire du bet automatique comme on fait sur les trading de matières premières, par exemple. Est-ce que c'est une idée qui vous a déjà effleuré de vous dire, bon, en fait, toute cette info, on la garde pour nous, on fait vraiment les 6 milliards qu'il y a, c'est pour nous. Les gars, faut vous balancer tout notre plan secret, là. Non, en fait, je vais te raconter une anecdote. Enfin, je vais vous raconter une anecdote, d'ailleurs. Il y a pas longtemps, je discutais avec un site de paris serbe et le mec me disait putain, vos data elles sont trop cool, vous devriez venir en Serbie et monter un syndicat comme tu racontes, hein, donc du trading en fait sur du betting. Et en fait, en gros, ça c'est interdit de faire ça, en fait, globalement. Hein. Oui, mais comme tu le disais, l'essentiel c'est que ça se sache pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est moi qui l'ai dit, ouais. Il faut pas dire ça à mes investisseurs, ils vont gueuler. Non, mais en fait, donc c'est interdit sauf dans certains pays, notamment la Serbie. Et du coup, le mec il dit viens en Serbie, on va s'associer, on va faire du pari automatisé, du trading. Non, en fait, le problème de ça, c'est que si tu comprends comment fonctionne un bookmaker, tu comprends que ça n'existe pas, enfin, ça peut pas exister. Une place de marché, globalement, c'est un prix qui est fixé par le marché, globalement. Le bookmaker, c'est lui qui choisit le prix. Du coup, à partir de là, s'il voit que t'es en train de le niquer, il te ferme. C'est pas ouvert, c'est pas public. Il y a les règles qui encadrent ça, c'est le bookmaker qui les décide à peu de choses près. Je caricature un peu le trait, mais globalement, c'est lui. Donc, typiquement, moi, je faisais du pari, par exemple, sur du basket, sur de la NBA, à titre perso. Et je gagnais pas mal d'argent parce que je connais bien le basket. Et à un moment donné, il m'empêchait de parier plus de 100 balles par match. Moi, je voulais mettre 500K, gagner 2 millions et être hyper riche. Et le mec me disait non, tu peux mettre que 100 balles. Ils ont le droit de faire ce genre de choses. C'est pas terrible, mais ils le font. Voilà. Donc non, on va pas gagner des millions d'euros en pariant parce qu'on connaît trop bien les matchs. Ça marchera pas. Mais je voulais bien te laisser continuer, mais j'ai un micro dans les mains, du coup j'en profite pour te poser une question. Tu parles beaucoup de betting, la législation en France au niveau des jeux électroniques et des placements dessus, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est simple, à partir du moment où l'e-sport c'est pas un sport, au regard de la loi, t'as pas le droit de faire de paris dessus en France. Avec de l'argent. Tout ce qui est sans argent, c'est un autre combat. Mais tant que l'Argel... en fait l'Argel ils sont chauds, l'Argel c'est ceux qui gèrent l'e-sport en France. Enfin le betting, pardon. Excusez-moi. Eux, il faut que ce soit un sport. Si c'est un sport, ça peut rentrer dans leur giron. Si c'est pas un sport, c'est pas possible. C'est aussi simple que ça. Il y a plein de pays où c'est possible. En Angleterre, tu peux. Aux US, tu commences à pouvoir. Australie, tu peux. Bref, après, t'as des pays où c'est un peu shady, genre la Chine, t'as le droit, mais bon, c'est la Chine, quoi. Le parti, tout ça. Mais voilà. Donc, en gros, globalement, en France, t'as pas le droit, quoi. Mais tu peux utiliser un VPN et parier en Angleterre. Hein. C'est pas légal, mais. Donc, ça, c'est pas.
Ah, c'est bien ça. Question de startup. Au niveau cash, on voit que dans l'e-sport, on est un peu au début. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément du cash partout. Et tu as une belle brochette de gens qui coûtent super cher sur le marché. Et ça va ton quotidien? Mon cash burn, il est vénère. Ma trésor, elle est vénère aussi. Non, ça va. Non, en vrai, tu vois combien est payé un développeur de jeux vidéo ou pas? Un développeur en data, je vois bien. Un développeur de jeux vidéo, il est sous-payé parce qu'il bosse dans les jeux vidéo. C'est cool. Voilà. Donc, je vais pas dire que je sous-paye mes gars. Hein. Je les sous-paye pas. Je vais surtout pas leur dire. Mais ils croient qu'ils sont bien payés. Ils sont au SMIC. Mais non, en vrai, le fait de bosser dans les jeux vidéo, ça te fait faire des sacrifices. Le fait de bosser dans une startup hyper early stage, qui est dans un sujet aussi sexy, les gens sont prêts à faire des sacrifices. Après, ça tient pas dans le long terme non plus. Donc effectivement, on paye en dessous du marché. C'est pas 5K brut en dessous du marché non plus, mais on paye un peu en dessous du marché. Après, effectivement, cash burn, ça crame, parce que quand on regarde un PSG, ce qu'ils nous paye, ils nous payent pas assez pour payer une personne, deux personnes. Enfin, si une personne ça va, mais tu vois, ils nous payent pas assez pour ça. Et c'est ce qui est assez logique aussi. C'est pour ça qu'on lève des fonds en fait. Sinon, on meurt. Parce qu'on attend, enfin, on prépare un produit sur un marché qui existe, mais qu'on va faire exister aussi, parce que le marché du pari va exister aussi grâce à la proba qu'on va leur fournir. Donc c'est de l'anticipation, quoi. C'est le principe un peu un principe de start-up, de certaines typologies de start-up, qui est très basé sur de la R&D, un produit tech qui demande un peu de temps à travailler dessus. Tu fais du SaaS pur, en vrai, en 3 semaines, si t'es pas, enfin en 3 semaines, en 6 mois, si t'es pas rentable, c'est que si t'es pas potentiellement rentable, c'est que t'es pas bon, quoi. Sur de la pure R&D, si t'es rentable en 3 mois, putain, t'es bon. C'est bon, il n'y a plus de questions? Cool, on va parler d'Hearthstone. Non. Bon, en gros, je voulais vous montrer un peu ce qu'on faisait sur Hearthstone, mais c'est pas hyper intéressant en soi. Hein. On fait de la détection et de la classif. On utilise plein de technos un peu plus marrantes. Qui a vu les experts dans sa vie là? On lève la main là. Qui a vu les experts Miami, CSA et compagnie là? Ok, tout le monde a vu quasiment. Non, pas tout le monde, il y a des mecs qui ont pas. Dans les experts, il y a toujours un moment où ils te prennent la plaque d'immatriculation et ils te zooment de ouf dessus. Et t'as l'impression que la plaque elle devient belle et dépixelisée, tu vois. Ça, c'est un truc qui n'existe pas dans la vraie vie. Et on utilise une techno qui s'appelle la super résolution qui permet de faire exister ça dans la vraie vie. Donc ça, c'est le genre de techno où on s'amuse bien. Et en gros, tu vois, la minimap qui fait, je sais pas, 100 pixels sur 100 pixels, on la transforme en une carte qui fait 400 sur 400. Et du coup, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus gros. Et nos algos, ils arrivent à analyser ça. Ça, c'est le niveau de profondeur technologique qu'on arrive à atteindre, qui demande beaucoup de travail et qui est assez sexy, assez marrant. Ça, c'est des trucs ça fait 3 mois que ça existe. Enfin, dans l'état de l'art, d'ailleurs, c'est une boîte intéressante qui faisait ça. C'est Magic Pony. Ils prenaient Twitch et ils amélioraient la qualité de l'image de Twitch pour les pays émergents, notamment. Donc, tu reçois sur ton téléphone du 144p, ça te le transforme en 480. Et tout ça avec de l'algo, enfin du deep learning en fait et de l'IA, quoi. C'est assez bluffant. Ils sont fait acheter 150 millions par Twitter aussi, accessoirement. J'espère qu'on fera pareil. Nos customers, on en a eu d'autres, mais je mets les 4 plus marrants. PMU, PSG, ESL, l'équipe 21. PMU, on bosse avec eux en ce moment pas mal. Ils font du sponsoring de tournois. Donc si vous allez à la Gamer Assembly dans 2 semaines, il y aura marqué PMU partout. Et il y aura un peu marqué point à score aussi. Si vous allez à DreamHack, c'est pareil. Donc en gros, ils arrivent sur un tournoi. Et vu que les mecs sont assez smart sur leur approche, ils se sont dit, donc on comprend pas l'e-sport. Donc on va s'allier à une boîte qui comprend un peu l'e-sport. Donc c'est un peu nous. Et on va arriver sur les tournois. Et le PMU, c'est un acteur qui fait du pari. Donc c'est de la data et des stats. Ils aiment beaucoup ça. Ils ont vraiment ça dans leur ADN. Et donc il dit on va travailler sur la stat et on va permettre à tous les gens sur le tournoi d'avoir plein de stats et plein de data. Et on fait des fiches pour les organisateurs de tournois, etc. Et ça marche hyper bien, tout le monde est super content. Et notamment PMU qui est assez content. Voilà, point score.